Madame, Monsieur, bonsoir. La 27e édition du Salon international du livre, de l'édition et du livre au menu de questions d'actu ce soir. Pour la première fois, c'est Rabat et non Casablanca qui accueille cette grand-messe de la littérature et de la réflexion. Selon les organisateurs, en l'occurrence le ministère de la Culture, c'est une consécration pour cette ville en tant que capitale culturelle du royaume, capitale africaine de la culture et capitale de la culture dans le monde islamique pour l'année de 2022. Un homme sans culture est comme un zèbre sans rayures, dit le proverbe africain. Et en termes de culture, l'Afrique, berceau de l'humanité, est de fait un puits de la culture et de la création multiple. Comme l'a synthétisé Sa Majesté le roi Mohammed VI dans son discours prononcé à l'occasion de la 28e ou du 28e sommet de l'Union africaine en 2017 à Addis Abeba, je cite: l'Afrique peut être fière de ses ressources, de son patrimoine culturel, de ses valeurs spirituelles et de l'avenir. Et l'avenir doit porter haut et fort cette fierté naturelle. Fin de citation. Les littératures africaines sont donc à l'honneur au 27e Salon international donc, de l'édition et du livre. L'occasion pour nous, dans Question d'actu, d'inviter certains de celles et ceux qui font ces littératures africaines d'aujourd'hui et ainsi braquer les projecteurs sur comment repenser et reconfigurer l'intégration culturelle en Afrique ou encore le rôle des écrivains dans ces mutations actuelles, soient-elles d'ailleurs culturelles ou encore géopolitiques sur notre continent. Et je les remercie d'avance d'avoir accepté l'invitation de Questions d'actu. Et les Gabonaises et les militantes engagées pour la promotion de la littérature de son pays, elles représentent aussi et surtout la jante féminine dans le rayonnement du domaine du livre et de l'édition en Afrique. Bonsoir Sylvine Samé. Bonsoir. Vous êtes donc éditrice gabonaise et présidente de l'Alliance des éditeurs d'Afrique centrale. C'est vrai. Bienvenue à vous sur ce plateau. Shukran. Marhaba. Il est poète et romancier, promoteur des rencontres littéraires traversées Mauritanides, fervent défenseur de la diversité de l'union des peuples africains. Pour lui, la culture est un soutien régulateur de paix. Bonsoir Bios Diallo. Bonsoir. Merci de nous recevoir et c'est un plaisir d'être parmi vous. C'est un plaisir largement partagé. Merci et de représenter d'ailleurs la Mauritanie. Ce trait d'union entre l'Afrique noire et le Maghreb. Absolument. Avec nous également Khalil Diallo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivain sénégalais. Votre domaine de prédilection, c'est les relations entre l'Afrique et l'Occident. Votre dernier ouvrage, L'Odyssée des oubliés, justement parle de ce phénomène d'immigration clandestine et se termine par le Maroc. Exactement. Bienvenue. Merci beaucoup. Et pour représenter le royaume du Maroc, hôte de cette manifestation culturelle qu'est le Salon international de l'édition et du livre, il est président de l'association marocaine des professionnels du livre. Il est également fondateur et directeur de la maison d'édition La Croisée des Chemins, qui est à l'initiative d'un très beau livre signé par 31 auteurs africains et qui célèbre la ville de Rabat. Nous allons vous le présenter plus tard. Bonsoir Abdelkader Atnani, toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau de Questions d'actu. Également, et merci pour ce que vous faites pour la culture. Merci à vous. Et votre chaîne surtout. Pour ce que vous faites pour la culture marocaine et africaine. Abdelkader Atnani, ma première question justement vous est destinée en tant qu'éditeur et grand acteur de la culture. Aujourd'hui, le ciel ne se tient pas à Casablanca mais à Rabat. Comment avez-vous accueilli cette décision ? Ça a été très difficile. Tout d'abord, parce qu'il est important de savoir qu'en 1987, lors de la création du premier salon, donc il y a 35 ans, parce que c'est le 27e, mais il y avait quelques années où c'était en dents de scie, et j'étais membre fondateur de ce salon, qui est un salon et qui restera un salon magnifique, et pour lequel nous allons continuer à pouvoir trouver, mais je pense qu'on va trouver une solution. C'est un peu triste pour moi, mais j'ai été heureux quand j'ai vu, lors de la conférence de presse de M. le ministre, la signature d'une convention avec le président de la région Rabat-Salé-Kénitra. Ça m'a fait du bien, tout en étant un peu triste, parce qu'il a multiplié par 4 le budget de la culture. C'est la première fois que ça se passe dans notre beau pays. Et je ne pouvais qu'applaudir en tant que sportif. Et j'ai dit félicitations. Je veux que le salon reste à Casa, mais il faut que nos responsables de la région Casablanca-Stade puissent bouger un peu plus. Parce que le rythme va tellement vite qu'il faut suivre.
Et ça, je pense qu'on va voir, là, depuis 3 jours, on est là. Moi, je suis là en tant qu'élément majeur dans ce stand parce que j'invite à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui à visiter le salon et la Croisée des Chemins, un très beau salon de plus de 100 mètres carrés avec l'Afrique en valeur, avec plusieurs titres publiés par les éditions La Croisée des Chemins. Mais on a été, je peux vous l'avouer, je suis depuis 3 jours à ce salon, je vois il y a un public nouveau, il y a du monde, il y a de l'animation, c'est vraiment magnifique. Et mon cœur, comme dirait l'autre, balance. Mais ma décision, moi, je la prendrai que le 13 juin, après avoir constaté ce qui se passe, parce que je ne veux pas que ça soit un feu de paille, mais il y a une réussite fabuleuse. Et puis, il y a aussi une sorte de dynamisme, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre ministre de la Culture qui est là tous les jours à écouter des débats, à voir tous les éditeurs qui sont présents du monde arabe et l'Afrique qui est là dans toute sa beauté, qui est là avec plus de 130 écrivains invités par le ministère de la Culture. Et bravo parce qu'il faut comprendre, et nos amis africains ici présents, c'est des amis de longue date, que la réussite de l'Afrique doit passer par le Maroc parce que nous sommes, depuis des années, nous travaillons. Et comme vous l'avez signalé tout à l'heure, le discours royal, le dernier, adressé à l'Union européenne, à l'Union africaine, parmi les 5 axes, il y avait la culture, la culture, la culture. Et j'espère que ce salon va donner envie à d'autres régions du Maroc de faire leur salon aussi. Et justement, parce que 2 points importants, c'est la contribution de la région Rabat-Salé et Kénitra pour le financement du ciel, qui n'était pas le cas pour d'autres régions. C'est l'implication aussi des autorités locales pour tenir ce genre d'événement qui est non seulement important pour la culture, et vous avez dit tout à l'heure la réussite de l'Afrique. La réussite de l'Afrique passe intrinsèquement par le volet culturel. Justement, on fait réagir nos invités aujourd'hui qui participent à ce salon. Vous connaissez bien le Maroc, Bios Diallo. Vous-même, vous êtes à un espèce de VRP pour les rencontres littéraires traversées Mauritanides. Peut-être un mot sur cette initiative, sur le ciel, sur le regard que vous portez sur la capitale culturelle de l'Afrique et du monde islamique pour 2022, la ville de Rabat. Bonsoir, merci beaucoup. En effet, pour moi, ça a été avec un très grand enthousiasme que j'ai adhéré à l'idée de Rabat comme capitale de la culture africaine. Et lorsqu'on m'a demandé également la contribution, j'ai pas manqué de souligner là-dedans que c'est vrai qu'il y avait mon ami Mahi Bin qui était très enthousiaste parce que c'est lui qui était le président pour ce qui est de Marrakech, capitale. Mais quand ça a été transféré à Rabat, je me suis dit que c'est la même chose parce que Rabat et Marrakech, ce sont les fils d'une même toile, d'un même tapis, donc ils se complètent. Surtout par rapport à tout ce que Rabat fait pour la culture d'une manière générale, le Maroc d'une manière globale, parce que ça fait plusieurs années, grâce à mon ami et grand frère Abdelghadr, je suis régulièrement au Maroc. Donc, j'ai été à Oujda plusieurs fois, j'ai été à Khouribga pour le cinéma également, à Casablanca à plusieurs reprises. Et nous essayons, nous autres, Mauritaniens, de créer ce link-là entre le Maroc et l'autre partie au sud du Sahara, parce qu'à travers nos rencontres littéraires que nous organisons chaque année, les traversées mauritaniennes, nous avons régulièrement reçu pas mal d'auteurs marocains et chaque année nous les recevons. Après Tahar Ben Jeloun, nous avons reçu Shiham Ben Choukroun, nous avons reçu Halima Hamdan, Lamia Barada, etc. Donc pour nous, le fait de désigner Rabat comme capitale de la culture africaine, c'est tout à fait glorieux, puisque désormais on ne vient pas à Rabat essentiellement que pour rechercher l'enseigne d'une ambassade, mais on vient à Rabat parce qu'il y a la culture, que ce soit Rabat Salé, que ce soit le théâtre Mohamed V, que ce soit les musées et tout. Rabat, c'est une très belle vitrine de la culture africaine, de la culture mondiale simplement. Donc pour nous, c'était une très belle chose que de pouvoir proposer Rabat comme capitale de la culture africaine. Et je reviendrai sur d'autres détails. Bios Diallo, je rappelle aussi que vous êtes un des 31 contributeurs de ce livre Rabat, capitale
culturelle de l'Afrique et du monde islamique 2022, un livre donc paru aux éditions La Croisée des chemins. J'ai posé un peu la même question à Sylvine Samé, vous êtes donc éditrice gabonaise. Quelle est l'importance de ce genre de manifestation culturelle pour l'édition? On connaît bien sûr le parcours du combattant qu'est celui de l'éditeur, n'est-ce pas, Seltnani? Et je pense que c'est partagé un peu partout en Afrique, que ce soit au Maroc ou au Sud. Quelle est l'importance pour vous de participer à un tel événement qu'est le Salon du livre et de l'édition, bien sûr? Oui, merci. Je voudrais d'abord remercier le ministère de la Culture qui m'invite depuis 2015 au Salon de Casa, maintenant à Rabat. Pour notre participation, quand je parle de notre participation, c'est la participation du Gabon, qui est un ami de longue date, un ami du Maroc de longue date. Nous avons des relations séculaires qui unissent nos deux peuples, déjà nos dirigeants, la famille Bongo et la famille royale du Maroc. Nous avons une relation privilégiée avec le Maroc. Donc notre présence ici, c'est pour renforcer ces relations-là qui existent heureusement et qui viennent se fortifier sur le plan culturel. Donc venir au Maroc, c'est de voir le travail qui se fait déjà au Maroc. Parce qu'au Gabon, nous commençons seulement, quand je dis seulement, c'est que c'est maintenant que l'État regarde à faire une politique nationale du livre. Nous, acteurs culturels, nous nous battons pour faire rayonner la culture au Gabon, mais avec notre participation au ciel, ça nous permet de voir ce qui se passe, le dynamisme des éditeurs marocains nous a amenés nous a arrimés au travail qui se fait au Maroc. Et grâce à ma participation en 2015 au ciel du Maroc, j'ai dû, en partant d'ici, changer le travail que nous faisions déjà dans notre maison d'édition. J'avais vu que le livre de jeunesse était mis en avant, la littérature de jeunesse, ce que nous n'avions pas. Et quand on se plaint à dire qu'on ne lit plus, tout le monde, partout, quand je vais en Europe, ici en Afrique, on dit les gens ne lisent plus. Oui. Mais oui, mais si les gens ne lisent plus, qu'est-ce qu'il faut? Je crois que la réponse, l'une des réponses, c'est dans le livre de jeunesse. Il faut intéresser les plus jeunes à lire pour qu'en grandissant, ils aient la culture de la lecture, parce que la lecture est une culture. Et venir au Maroc, c'est de nous conforter dans le travail éditorial que nous faisons en Afrique. Quand je parle du Gabon, je vois l'Afrique subsaharienne parce que nous rencontrons, c'est grâce d'ailleurs au Maroc que nous rencontrons les autres éditeurs d'Afrique. Or, en Afrique, où on est plus ou moins dans la proximité, nous ne nous rencontrons pas. Il faut venir au Maroc. Donc le Maroc devient pour nous une destination culturelle, une destination économique aussi. Parce qu'en venant, nous sommes des éditeurs. Un éditeur vise aussi l'économie pour faire fonctionner sa maison d'édition. Le Maroc est devenu pour nous ce bouquet qui nous permet de mettre la culture en avant. C'est intéressant que vous souleviez ce point, parce qu'il y a eu un salon international, un salon du livre africain. Il s'est tenu il y a quelques mois à Paris, mais très peu de tribunes pour promouvoir la littérature africaine sur le continent. Donc, oui, vous faites bien de dire que l'organisation aujourd'hui à Rabat d'un salon international de l'édition et du livre, je vais rappeler, vous avez évoqué quelques chiffres tout à l'heure, on parle de 55 pays de par le monde qui sont représentés. Bien sûr, l'Afrique est à l'honneur, les littératures africaines. On va revenir sur ce terme et ce concept de plusieurs littératures africaines. Mais alors, Khalil Diallo, vous justement, vous intéressez beaucoup à cette question de cette dualité, j'ai envie de dire, de l'Afrique et l'Occident. Le fait de tenir une grand-messe de la littérature au Maroc, qui est aussi un peu entre les deux, même géographiquement. Que représente-t-elle pour vous en tant qu'écrivain? Alors, merci pour cette question. C'est toujours un plaisir de venir au Maroc. Le Maroc, pour moi, c'est comme un deuxième, voire un troisième pays pour moi, vu que je suis entre le Sénégal et la Mauritanie. C'est un pays que j'appelle la perle du Maghreb, affectueusement. Et les écrivains marocains, par l'histoire en fait, les écrivains marocains ont porté haut le flambeau de la littérature africaine en général. Et ces écrivains sont des passeurs.
les écrivains sont des passeurs. Et justement, cette dualité dont vous parlez se retrouve dans les textes des plus grands écrivains marocains qui, je le rappelle, sont enseignés, sont inscrits dans les programmes scolaires un peu partout en Afrique. Et donc, cette grand-messe de la littérature, lorsqu'elle est organisée en fait au Maroc, en terre africaine finalement. En terre africaine, exactement. Alors donne plus de valeur. Je crois que ça donne plus de valeur et ça nous conforte dans cette idée, en fait, dans notre africanité en réalité, parce que cela fait peu de sens d'organiser un salon africain hors de l'Afrique. Et justement, vous en parlez, le Maroc aujourd'hui a une place importante dans la culture africaine et sert justement en réalité d'ouverture au continent africain avec ce pont qu'elle représente entre l'Afrique et l'Europe. Et justement, ces rencontres participent en tant qu'écrivain à renforcer justement une certaine forme de coopération. Parce que le Maroc nous permet justement de nous rencontrer entre écrivains africains vivant en Afrique et écrivains africains installés ailleurs. Et justement, en se rencontrant ou en nous rencontrant et en échangeant, nous repartons avec plusieurs idées et en renforçant justement nos connexions, mais de plus en plus notre engagement et notre envie de dire justement quelque chose de l'Afrique. Parce qu'au final, le rôle de l'écrivain et du romancier, c'est ça. C'est de porter un regard sur sa patrie, sur son ancrage et de dire du monde à partir parce qu'on écrit tous de quelque part, de son point d'ancrage, de dire du monde ce qu'on pense de lui et de dire quelque chose de notre condition. Qu'est-ce qu'on peut dire justement de cette littérature africaine? Qu'est-ce que la littérature ou les littératures africaines? Est-ce qu'on dit une ou des littératures africaines? Je crois qu'il y a... La question est ouverte à tous. Hein. Voilà, je crois je vous en prie, Khalil Diallo. Allez-y, M. Abdelkader, d'abord. Non, je vous laisse le droit d'aînesse. Il y a des littératures africaines. Comment on peut les définir? Est-ce qu'on peut donner une définition à ces littératures, à ce mouvement de littérature africaine? Alors, ce que nous sommes en train de réfléchir à plusieurs, d'ailleurs les hommes et les femmes que vous voyez aujourd'hui sur le plateau et ceux qui sont invités aujourd'hui, c'est une rencontre qui date de plusieurs années. On est en train de réfléchir depuis plusieurs années à ce qu'il y a toujours des littératures africaines, mais que la littérature africaine, qu'elle soit lue ou écrite par un auteur marocain, l'histoire peut être bonne à Casablanca ou Rabat, comme elle peut être à Bamako ou à Conakry. C'est ça la force de cette écriture. Et ce que nous pensons ensemble, parce que nous avons créé aussi un club des éditeurs qu'on a appelé le club des éditeurs d'Oujda, qui regroupe plusieurs pays africains, et donc le Maghreb, bien entendu, et l'Afrique. Et nous sommes en train de réfléchir, et grâce à Dieu et grâce à la confiance que nos amis nous font, nous allons être un petit peu le leader et le porte-parole de toute cette littérature et ces auteurs et ces éditeurs pour qu'on puisse être un peu partout. Et je vous donne un exemple très simple. En 2020, il y a eu le prix Orange, qui est le prix Orange Afrique, qui a été décerné à un Marocain, Youssef Amil Alami. Le livre a voyagé en Afrique. En 2021, le prix a été donné une deuxième année encore à une autrice marocaine, Loubna Serraj, pourvu qu'il soit de bonne humeur. Nous avons décidé, nous, en tant que croisés des chemins, à céder gracieusement les droits à 6 pays africains. C'est-à-dire que ce livre et cette histoire peut se passer au Maroc, comme elle peut se passer à New York ou à Paris. Donc, nous essayons de porter, avec nos amis et nos frères africains, les littératures africaines sur tout le continent et au-delà du continent. Et je pense que la voie est tracée et que nous avançons à grands pas. Et ce salon est là pour le prouver également, parce que comme vous pouvez le dire sur le salon, nous avons eu plus de 150 invités, mais il y a pratiquement 300 à 350 étudiants africains qui viennent au salon tous les jours. Et ça, c'est extraordinaire. Oui, parce que, en effet, l'importance de la littérature pour la jeunesse et peut-être même les rapprocher davantage de ce que c'est. Comment se porte aujourd'hui la littérature africaine ou les littératures africaines? Allez-y, c'est Sylvie. Moi, Merci.
Je vais d'abord rebondir sur les littératures. Heureusement que vous avez bien dit les littératures africaines. Parce que quand on parle de la littérature africaine, je n'ai jamais accepté parce que je n'ai jamais entendu la littérature européenne. Européenne, tout à fait. On dit toujours la littérature française, la littérature anglaise allemande. Mais pourquoi veut-on mettre la littérature africaine? L'Afrique n'est pas un pays, c'est un continent. 54 pays. Oui. Les littératures africaines, la littérature marocaine, la littérature gabonaise, littérature sénégalaise, mauritanienne, et on en passe. Il faut les valoriser. Mettre littérature africaine, c'est ne pas reconnaître les littératures africaines pour les mettre en global. Non, ça, je ne suis pas pour. Mais maintenant, comment se porte la littérature au niveau du Gabon ou en Afrique centrale? Au Gabon, comme je le disais, je suis d'abord écrivain. L'écrivain donc écrit, mais l'écrivain est solitaire. Et ça, j'ai connu cette expérience d'écriture solitaire sur plusieurs années parce que j'ai commencé à écrire en 2001. Pour devenir éditeur en 2010. J'étais présidente de l'Union des écrivains gabonais. Donc, je connais les problèmes de la littérature gabonaise qui n'arrivait pas à décoller. Parce que si vous n'avez pas d'éditeur, il faut le dire, l'éditeur est véritablement le moteur de l'édition. Lorsque vous n'avez pas d'éditeur et que vous êtes obligé d'éditer ailleurs, vous achetez quelques exemplaires de vos livres pour les faire connaître dans votre pays d'origine, mais vous ne pouvez pas atteindre le plus grand lectorat. Tant que nous n'avions pas d'éditeur sur place, il était pour nous difficile de véritablement faire connaître notre littérature. Mais depuis quelques années, nous avons maintenant des éditeurs assez dynamiques qui travaillent sur le continent et qui publient des auteurs installés sur le continent. Et grâce à ce mouvement, parce que je vais l'appeler mouvement, aujourd'hui notre littérature est plus que connue, même au-delà des frontières. Si on arrive ici, c'est que quelque part, elle est connue. Est-ce qu'elle se porte bien? Non, pas du tout bien, parce qu'il n'y a pas de politique nationale du livre et de la lecture. Les pays où il n'y a pas de politique, l'État donc n'est pas engagé. Au Maroc, nous saluons le dynamisme des éditeurs marocains, mais sans oublier que c'est le roi, c'est le roi qui impulse ce dynamisme, et le ministère de la Culture met cela en musique. Oui. S'il n'y a donc pas l'État derrière, il est difficile d'avoir le dynamisme culturel que nous voulons. Mais qu'à cela ne tienne, si l'État ne fait encore rien, mais nous, acteurs du livre, nous nous battons pour faire connaître notre littérature, littérature de jeunesse, littérature adulte. Notre maison d'édition, elle est plurielle. Nous n'avons pas voulu travailler sur un segment parce qu'il fallait d'abord faire connaître tous les genres et ensuite voir lequel fonctionne. Et je voudrais profiter de cette question pour dire notre association, l'Alliance des éditeurs de l'Afrique centrale, a vu le jour au Maroc. En 2017, lorsque l'Afrique centrale avait été invitée d'honneur à Casa. Et moi, lorsque j'ai vu autant d'éditeurs d'Afrique centrale, parce que je ne les voyais pas quand j'étais au Gabon, mais quand j'ai vu tous ces éditeurs, je me suis exclamée en leur disant « Nous ne partirons pas d'ici sans nouer un contact ». Et ce contact est devenu une association. Je remercie toujours le Maroc parce que dès que le ministre de la Culture de l'époque a appris que nous mettions l'Alliance en musique, il a organisé une grande cérémonie devant mon grand frère ici présent. Nous avons signé donc les accords de partenariat au Maroc. Le Maroc est donc le parrain de cette grande association sous-régionale. L'association sous-régionale, nous l'avions conçue parce qu'il fallait briser les barrières qui existaient.
Dès que nous sommes rentrés... Est-ce que ces barrières-là, c'est des barrières de langue? Parce que Non. L'Afrique, c'est quand même 300 langues. Hein. Non, nous avons le français en partage. Quelles sont ces barrières-là que vous évoquez, justement, Sylvie Nsamé? Les barrières sont déjà des barrières géographiques, parce que pour partir du Gabon au Cameroun, heureusement que maintenant nous avons la CEMAC, il y a la libre circulation, mais tant qu'on n'avait pas, il était difficile pour un auteur de se déplacer, d'aller dans un pays. Plus, quand vous voulez promouvoir votre livre, il faut demander un visa, il faut ceci, il faut cela. Et deuxièmement, les métiers du livre n'étant pas développés, donc nous ne nous connaissions pas en tant qu'éditeurs, il était difficile donc d'aller d'un pays à un autre. Maintenant, en termes d'éditeurs, nous avons notre association, et quand il y a une information, l'information, dès qu'on la met sur notre groupe WhatsApp, celui qui est au Burundi, au Cameroun, au Gabon, dans les 11 pays de la CAC, nous avons la même information. Grâce à notre association, donc, les informations circulent. Ils savent que je suis ici. Les informations circulent, les expériences aussi. Lorsque je me lance dans le livre de jeunesse et que je vais même faire des combats sur le manuel scolaire, je leur explique l'enjeu important qu'est pour nous, éditeurs des pays dont l'État ne soutient pas par une politique, d'aller embrasser le manuel scolaire. Parce qu'il faut chercher les voies et moyens qui font vivre la maison d'édition. Mais ils sont informés au même moment qu'une information tombe, je suis informée ici de ce qui se passe. De ce qui se passe dans un pays voisin. Dans un pays voisin. Bios Diallo. Et je voudrais, excusez-moi, grâce à notre association, nous avons travaillé avec la CAC pour la politique communautaire du livre et de la lecture en Afrique centrale. Merci. Très bien. Encore faut-il que les pouvoirs publics suivent, n'est-ce pas? C'est important. Oui. Mais elle se bat. Elle se bat, ben oui, c'est grâce à vous, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le militantisme qui fait que des voix s'élèvent et soient entendues. C'est tout ce qu'on leur souhaite, en tout cas. Merci. Bios Diallo, je vais vous poser la même question. On a eu un peu la perspective d'une éditrice, aussi auteur, mais éditrice, qu'en est-il pour l'écrivain que vous êtes? Oui, absolument. Je suis parfaitement d'accord sur les arguments qu'elle a avancés sur la question. Aujourd'hui, de plus en plus, on parle de littérature africaine, on ne parle plus de littérature africaine au singulier, mais au pluriel, parce que tout simplement, l'Afrique, c'est une diversité, comme Sylvie vient de le dire, et même au sein de différents pays, on a différentes littératures. Par exemple, pour ce qui est de la Mauritanie, on a un pays où on parle et de littérature en français et de littérature en arabe. Donc nous avons des écrivains en langue française, nous avons des écrivains en langue arabe, mais nous avons des écrivains aussi en langue nationale, Pulaar, Wolof, Soninké, vous voyez. Donc du coup, on ne peut pas parler d'une singularité de ces littératures en nommant en essayant de totaliser simplement en disant bon voilà c'est littérature d'une Afrique. Et aujourd'hui, lorsqu'on lit les auteurs sénégalais, lorsqu'on lit les auteurs maliens, lorsqu'on lit les auteurs zimbabwéens, on s'aperçoit qu'il y a une diversité de littérature africaine. C'est ça le charme et c'est ça la chose la plus importante. À une certaine période, il y a la revue Notre Librairie qui avait fait différents numéros sur la littérature guinéenne, la littérature malienne, la littérature sénégalaise, la littérature tanzanienne, etc., qui permettaient de montrer qu'il y a une diversité de littérature. Et nous, par exemple, la Mauritanie étant un pays situé entre l'Afrique au sud du Sahara et l'Afrique du Nord, nous mettons cela au point d'honneur à chaque fois en invitant les auteurs. Nous invitons des auteurs maghrébins, parlant arabe, écrivant en arabe, mais aussi les auteurs des autres pays, même anglophones. Donc, du coup, par exemple, lorsque nous avons reçu des gens comme Cheikh Hamidou Kane, Boubacar Boris Diop, Felwine Sarr, et à côté, il y avait des gens comme, je le disais à l'instant, des gens comme Tahar Benjeloun, Yahya Ben Leskri, des auteurs qui écrivent en arabe, des auteurs qui écrivent en français, Yamen Manaï, par exemple, de la Tunisie, Sophie Bessis, etc. Donc, pour nous, l'Afrique doit être contenue, doit être prise dans la diversité de ces littératures, qu'on retrouve à travers ces auteurs
qu'il s'agisse de Samicha, qu'il s'agisse de Mbougar Sarr, Felwine Sarr, etc. Tous ces auteurs-là viennent aujourd'hui pour montrer que l'Afrique on doit cesser de prendre l'Afrique dans sa globalité, mais dans sa diversité, pour montrer que c'est une Afrique qui est plurielle, qui est autre. Donc, qu'on parle en arabe, par exemple au Maghreb, en Tunisie, au Maroc, en Algérie, mais aussi il y a le français. Donc, il faudra absolument apprendre à connaître ces littératures-là dans leur diversité, et c'est ça qui fera leur richesse. Et l'avantage là-dedans que nous avons avec le Maroc, que nous remercions toujours, comme l'a dit Sylvie, il y a eu beaucoup d'initiatives qui sont parties du Maroc. Pourquoi? Parce qu'il y a une politique du roi, il y a une politique du Maroc, d'une manière générale, qui encourage ses éditeurs, qui encourage ses auteurs, qui encourage sa politique à aller davantage vers l'Afrique et d'avoir cet ancrage-là entre l'Afrique et le Maghreb et qui fait finalement du Maroc une sorte de hub, non seulement politique, économique, géopolitique, mais aussi un hub culturel. Elle l'a dit, aujourd'hui, on avait l'habitude de nous retrouver en France, en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis. Mais aujourd'hui, la plupart des auteurs africains se rencontrent au Maghreb et particulièrement au Maroc grâce à ce salon de Oujda, grâce à ce salon de Khouribga pour le cinéma, grâce au salon de Casablanca pour la littérature et aujourd'hui Rabat. Donc c'est quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une dynamique de l'État qui encourage, qui permette la rencontre de ces créateurs, qu'ils soient du domaine de la littérature, du domaine du cinéma, du domaine de l'exposition, etc. C'est ça qui va faire la richesse d'un pays. Et je pense que ce que font les éditeurs marocains, ça ne peut qu'inspirer d'autres éditeurs. Sylvie l'a dit, lorsqu'ils sont venus ici, elle et ses confrères ont observé la dynamique qu'il y avait sur la création éditoriale. Aujourd'hui, les livres édités au Maroc n'ont rien à envier aux livres édités en Suisse, édités en France. Le papier est bon. Il y a une bonne relecture des manuscrits, des textes et tout ça. Est-ce que ça change quelque chose, justement, que ce soit édité en Afrique et pas en France justement, la question. Non, mais il faudrait qu'on apprenne aussi. C'est ça. La circulation du livre, il en a parlé, Abdelkader aussi. On ne peut pas accepter ou avoir une bonne circulation du livre si on n'a pas la même qualité de production. On a discuté avec Khalil tout à l'heure pour dire que lorsqu'on a un livre édité aujourd'hui au Maroc, sur le plan papier, sur le plan correction et tout, on a envie aussi de le distribuer en Afrique. Mais si on ne publie pas de bons livres, aussi bien sur la question de la relecture que sur la question du papier, la forme et le fond, on ne peut pas faire concurrence. L'esthétique vient aussi de là. La vie commerciale est très importante. Khalil Diallo, justement, par rapport à cette question, je vais vous faire intervenir quand même, parce que un peu d'équilibre, de prise de parole. Il y a un point très important. Quand je vous ai posé la question sur le fait d'éditer un livre chez nous, en Afrique, contrairement à l'éditer, par exemple, en France, il y a ce rôle aujourd'hui de l'écrivain africain dans ce concept beaucoup plus ancien, mais qui reste quand même important de nos jours, qui est aujourd'hui très d'actualité, celui du panafricanisme. Alors, d'abord, le rôle de l'auteur africain dans la défense de ces valeurs panafricaines et comment les choses sont-elles en train d'évoluer? Est-ce qu'il y a une évolution dans le bon sens dans la littérature? Effectivement, je crois que moi, je suis un peu privilégié par rapport à nos compatriotes d'Afrique subsaharienne parce qu'au Sénégal, on a une vraie politique du livre. Notre ministère de la Culture est très fort et a une direction du livre et de la lecture sans doute l'une des meilleures, parce que je ne veux pas dire la meilleure d'Afrique de l'Ouest. Après le Maroc. Afrique de l'Ouest. Le feu s'en va. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier le ministère de la Culture, dont le ministre de la Culture lui-même est la directrice du livre et de la lecture du Royaume du Maroc. Notre direction du livre a un fonds d'aide à l'édition et aussi à la création littéraire qui s'élève à 1 milliard de francs CFA. Et qui va être bientôt doublé par le président de la République du Sénégal. Et c'est quelque chose qui est là au Sénégal depuis le président Senghor. Donc on a un héritage qui est assez fort et qui permet, jusqu'à présent d'ailleurs aujourd'hui, d'avoir des auteurs sénégalais quand même assez importants. Boubacar Boris Diop, Mohamed Mbougar Sarr qui vient d'avoir le prix Goncourt et moi-même bénéficions du soutien institutionnel de l'État du Sénégal.
Alors, par rapport à votre question du panafricanisme, je crois qu'il y a un fort militantisme aujourd'hui. La littérature africaine d'expression française, surtout subsaharienne, a toujours été engagée, d'une certaine forme d'engagement. Et l'engagement, aujourd'hui même, change d'axe. C'est toujours d'actualité, parce que ça a été engagé un peu post-indépendance, mais est-ce qu'il y a... C'est toujours d'actualité. Est-ce que ça... Parce qu'on le sent peut-être sur le volet sociétal, mais sur le volet littérature, est-ce que ça a été revigoré comme d'antan? Effectivement, sur le volet littéraire, le volet littéraire accompagne le volet sociétal, justement, actuellement. Et l'un des volets, ce n'est pas forcément de l'engagement politique. Un autre volet d'engagement, c'est que nous sommes un petit nombre d'écrivains africains, dont Beyrouk, moi-même, Mougar, Blaise Ndala, Moutlon, qui insistons pour voir nos livres publiés, pas seulement en France, mais aussi en Afrique. Il est doublement publié, le vôtre, édité en France et au Sénégal. Et au Sénégal. Et d'ailleurs, la preuve, en Afrique subsaharienne, l'édition Afrique subsaharienne publiée au Sénégal a été publiée avant l'édition française. Oui. Donc, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Notre engagement est d'abord culturel, littéraire, parce qu'on veut que nos livres soient lus et à des prix accessibles par un public Voilà, justement, africain. Un auteur sénégalais écrit pour qui? Est-ce qu'il écrit pour un public sénégalais, il écrit pour un public français? L'auteur écrit d'abord pour lui-même. Bon, c'est terrible de dire, mais c'est vrai. Oui, il écrit d'abord pour lui-même. Et il est universel, parce que vous avez parlé tout à l'heure de littérature, des littératures africaines. Oui. Nous partageons tous la même condition humaine. On n'a peut-être pas la même façon de dire l'amour au Maroc, au Sénégal, en France, mais nous connaissons tous l'amour, nous connaissons tous le deuil. Ouais. Et c'est ça, justement, qu'essaie de faire ressortir la littérature. Si Abdelkader le disait tout à l'heure, le livre de Lubna Souraj ou le livre de Youssouf Amin El Alami peut être lu partout, en Australie, parce qu'il y a justement dans ces livres qui sont très bons, publiés au Maroc. Youssouf a été un auteur de Si Abdelkader. Et ces livres ont en commun la condition humaine. Donc aujourd'hui, pour en revenir à l'engagement, nous avons des auteurs, dont moi-même, qui écrivent sur des problématiques sociétales très fortes. Ce livre-là parle justement de cela. Des oubliés. Des oubliés. Mon ambition était de redonner. Qui sont ces oubliés? C'est toutes ces personnes qui sont mortes anonymes dans le désert. Et mon ambition était de leur redonner une certaine identité, de leur rendre leur humanisme. Parce que souvent, les médias déshumanise ces morts-là. On parle simplement de 150 personnes échouées au large de Tarifa, au large de la Sicile, où on a retrouvé 75 corps en état de décomposition dans le Ténéré ou dans le Sahara. Mais qui sont-ils? Ces corps sont des gens qui ont aimé, qui ont été aimés, des gens qui ont eu des rêves et qui ont provoqué certaines choses, qui ont connu des joies, qui ont fait rire des personnes. Et l'ambition pour moi, c'était de créer justement une Énéide pour l'Afrique et de dire en réalité la vraie Afrique, de montrer que certainement le délitement de l'État libyen par Sarkozy, il faut oser nommer les choses, a conduit... Exactement, et a conduit au phénomène auquel on assiste aujourd'hui avec les terroristes qui sont venus au Sahel. Oui. Exactement, ce que tu dis là est d'autant plus vrai. Bon, parce que tout simplement, j'apporte juste un complément par rapport à ça. Parce que ça a été l'objet aussi de mon dernier recueil, La Saigne, qui traite de l'immigration, qui traite de ces personnes échouées, qui traite de ces drames-là, sans qu'on ne sache exactement. On donne des chiffres, mais on ne met pas des visages humains sur ce qui se passe. Ouais. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'assez dramatique. Et si on suit simplement le processus, ou en tout cas la manière occidentale de traiter l'immigration, on se perd parce que tout simplement, on se sent soi-même déshumanisé. On ne fait plus la distinction entre celui qui immigre par drame ou autre, ou celui qui immigre pour des questions sociétales, et celui simplement qui part loyalement. Parce qu'on a vu plein d'intellectuels, par exemple, ou des ministres respectables, des autorités respectables, qui, lorsqu'elles veulent partir en Occident, on les traite comme des moins que rien, et on déshumanise les personnes. Or, l'enjeu, ou en tout cas l'importance de la littérature, comme tu le fais et comme d'autres le font, c'est en écrivant sur ces questions-là,
on déstigmatise ce qui se passe. Et puis on parle avec c'est-à-dire une position africaine. C'est comme pour l'écriture de l'histoire africaine. Donc, on ne doit et plus aujourd'hui, laisser on aux voit autres- qu'il y a un regain d'intérêt. Mais on ne doit par plus laisser les... aux autres d'écrire Oui. à notre place ou de parler à notre place. C'est ça, simplement. c'est exactement ce que je dis. C'est ça, c'est l'essence même du panafricanisme. Donc si on devait mettre ça, c'est-à-dire for us by us, pour nous, Et par je nous. rappelle simplement, par exemple, qu'on avait écrit, par exemple, avec les éditions Cori, un livre sur les paris des Africains qui montrait une série de portraits des Africains, parmi lesquels on avait des ministres, on avait des footballeurs, mais aussi on avait la femme de ménage, on avait le gardien, mais simplement montrer que l'immigration est plurielle, elle a différents visages. On ne doit pas la prendre seulement par un maillon faible pour dire on ne veut plus de vous. Non, la littérature est là pour parler de ça et la littérature aussi rompt avec les frontières, comme il le disait. On ne va pas parler que de l'Europe, on va parler aussi de l'Afrique. En parlant de l'Afrique, du panafricanisme, c'est ça aussi qui montre qu'il y a plusieurs maillons dans la littérature et ce sont ces différents maillons, ce sont ces différentes écritures, ce sont ces différentes plumes qui montrent les choses. Abdelkader Tnani, esprit d'intégration africaine, donc on le retrouve souvent, c'est comme un fil conducteur de ce 27e salon de l'édition et du livre. Comment la promotion de la culture est dans la coopération Sud-Sud, puisqu'on parle d'africanisme. La coopération Sud-Sud a toujours été un élément essentiel pour qu'on avance. Parce que depuis tout à l'heure, on parle, c'est toujours les vainqueurs qui écrivent l'histoire de nos pays. Et je pense qu'il y a un élément essentiel qui s'est déroulé, parce que nous avons l'occasion de nous rencontrer pendant des mois et des mois, parce que l'avantage, c'est qu'il y a des salons qui se déroulent en Afrique. C'est des petits salons. Parce que le plus grand salon, c'est les chiffres qui le disent, c'est celui de Casablanca et celui de Rabat qui va venir maintenant. Mais ça nous permettait de nous rencontrer. Et à chaque fois qu'on se rencontrait entre auteurs, éditeurs, on pensait qu'il y avait un problème à résoudre. C'est prenons notre destin en main. On ne l'a pas fait. Et quel était ce destin? Parce qu'il fallait que la littérature sénégalaise puisse être lisible au Maroc. Absolument. En Tunisie, la mauritanienne également, il fallait voir. Donc, c'est un travail, c'est un long processus sur lequel nous travaillons. Et je pense que la pandémie, pendant ces 2 années où il y avait moins de production, mais il y avait beaucoup plus de réflexion à faire pour qu'on aille de l'avant, parce qu'on a fait plusieurs réunions en visioconférence avec l'Afrique. On était pratiquement tous les mois, on avait des rapports, des discussions il faut trouver des solutions. Et la solution, il n'y a pas que l'argent. La solution, c'est qu'on puisse faire circuler le livre. Vous vous imaginez qu'un livre sur le continent marocain, sur le continent africain, et je parle par exemple de Casablanca, qui est un hub de Royal Air Maroc, qui dessert toutes les capitales africaines. Un livre qui coûte 100 dirhams, il vous faut pratiquement le même montant pour qu'il soit à Abidjan. Et pourquoi on ne réfléchit pas à ce qu'il y ait un prix spécial pour le livre? C'est une bataille que nous menons également. Il y a Royal Air Maroc qui dessert plusieurs capitales africaines. Il faut que le livre soit là avec un tarif. On ne demande pas la gratuité, on demande qu'on sache que la culture n'a pas de frontières. La culture n'a pas besoin de visa. La culture, il faut qu'elle soit partout. On peut même proposer cela aux gens qui voyagent. On peut proposer des livres africains dans les aéroports ou même dans les avions. Enfin, après, je suis dans la réflexion, là. Non, mais la réflexion, elle est très importante, parce que je peux vous dire que... Parce qu'on lit dans les avions. Et puis, les vols sont assez longs. Je vais vous faire une confidence. Faites donc, c'est Abdelkader. Sa Majesté Mohamed VI a visité le salon de Casablanca en 2006. Et il l'a visité, il est resté pratiquement plus d'1 heure dans ce salon et il est venu dans mon stand. Et il y avait le président de Royal Air Maroc à l'époque qui était Benhima. Et Sa Majesté, quand je l'ai reçu et j'ai montré les livres, il a interpellé le président de l'ARAM, il a dit il faut que ces livres voyagent dans les lignes Royal Air Maroc. Il faut qu'ils soient dans toutes les destinations. À ce jour, ça n'a pas été fait. Bon, c'est une bonne piqûre de rappel. Alors, on va peut-être finir sur
On parle de culture comme levier de développement aujourd'hui et de littérature, et on sent qu'on a besoin de développement aujourd'hui en Afrique plus que jamais, et qu'on puisse dépendre de ça. Comment reconfigurer cette intégration culturelle africaine? Sylvie. Oui, non, mais j'allais juste rebondir par rapport à ce que Retnani venait de dire. Aujourd'hui, le plateau, c'est un peu les industries culturelles. Voilà. Oui, les industries culturelles. Les industries culturelles et comme levier de développement. Aujourd'hui, on parle beaucoup, parce qu'on a parlé d'immigration, et il s'agit de développer l'Afrique. On ne va pas attendre une aide au développement qui vienne de l'Occident, mais on a la force vive, ce sont les jeunes, et c'est cette matière grise africaine. Quand on parle des industries culturelles, il faut d'abord mettre la formation. Il faut former des jeunes au métier du livre. Et les métiers du livre, il y en a. Et comme au Gabon, je fais la sensibilisation en disant, lorsque vous choisissez une formation qui vous amène demain à être chômeur, venez voir les métiers du livre. Avec votre master 2, votre doctorat, vous êtes autonome à ouvrir une activité qui fera de vous un acteur économique. Oui. Lorsque vous entreprenez donc une activité où vous êtes aujourd'hui, je suis d'abord fonctionnaire, j'ai toujours aimé le livre, mais depuis que je suis dans le livre, je suis dans le livre depuis toute jeune, parce que j'ai écrit mon premier livre quand j'étais en 6e, mais depuis que j'ai redécouvert le livre, il n'y a plus rien qui soit important pour moi, si ce n'est que le livre. Et je partage donc ce rêve-là, cette passion aux jeunes pour qu'ils se forment dans les métiers du livre. Mais est-ce qu'ils lisent aujourd'hui? Alors, on va finir peut-être le tour de table avec cette question. C'est une question qui vous tient à cœur, c'est avant d'arriver à la lecture, il faut être acteur du livre. Mais est-ce que ce n'est pas le contraire plutôt? Non. Oui, je pense que c'est le contraire. Non. Je pense que c'est le contraire. On la laisse peut-être finir son idée. Moi, je dis à mon expérience, j'ai lu, mais je ne connaissais pas le livre. Aujourd'hui, en tant qu'éditeur, auteur-éditeur, je dis, si nous avons des acteurs du livre formés, c'est un maillon, le livre. Il faut avoir tous les maillons du livre, et vous verrez que lorsqu'on parle de lecteur, le lecteur est à la fin de cette chaîne. Oui. Vous avez l'auteur, l'éditeur et tous les différents métiers. Si le livre n'existe pas, il n'y aura pas de lecteur. Oui, mais les livres existent, mais ils ne sont pas lus. Mais maintenant, les livres existent. Qu'est-ce que nous faisons? Moi, au Gabon, j'ai lancé le concours de lecture au primaire. Nous lançons donc le concours de lecture au primaire pour que ces jeunes générations, en grandissant, aient le goût de la lecture. Et ça fait partie du cursus avec le ministère de l'Enseignement. Avec le ministère de l'Éducation nationale. Madame le ministre de l'Éducation nationale était la marraine de la 3e édition à Libreville le 2 avril. Et ensuite, nous sommes allés à l'intérieur du pays parce que nous faisons le concours partout. À l'intérieur du pays, nous travaillons avec les mairies, dont la mairie d'Oyem, la mairie de Mindik. Et compte tenu de la fin de l'année, nous avons mis en veilleuse pour reprendre courant l'année scolaire. Et ce concours, c'est un concours inter-établissement. C'est un élève par établissement. Très bien. Alors, justement, dernier mot sur la lecture. Vous avez quelque chose à ajouter, peut-être Khalil Diallo, sur l'importance qu'on va commencer par les métiers du livre ou tout simplement par lire? Je pense que c'est la lecture. La lecture est fondamentale. Moi, je crois que, et nous sommes beaucoup dans ce cadre-là, nous sommes venus à l'écriture par la lecture. Je crois que c'est d'abord la lecture. La lecture d'abord. Et vous avez parlé tout à l'heure de développement à partir de la culture. Je crois que c'est important. C'est justement comme ça que cela doit se passer. Vous avez parlé de connaissance de notre histoire. Je crois qu'il faudrait justement, pour arriver à ce développement, qu'on redise la vraie histoire, qu'on dise justement aux jeunes leur histoire, ce qu'ils sont réellement, qu'on déplace la focale et que ce soit nous qui racontons, qui disons notre histoire, que ce ne soit pas à l'avantage de quelqu'un d'autre. Et une fois ce socle-là établi, parce que pour se développer, il faut d'abord se connaître soi-même. Se connaître soi-même, s'accepter, s'aimer et en plus s'émanciper. Je crois que si Abdelkader sera terminé sur l'importance de la lecture. Alors, moi, je suis parfaitement d'accord avec mon jeune protégé, Khalil, mais il est important de savoir que c'est la
lecture dès le plus jeune âge. Et je vais donner quelques chiffres, parce que c'est les chiffres qui sont J'allais vous interpeller importants. là-dessus, parce Oui. que depuis, on est à 27 éditions du Ciel, est-ce que vous sentez vraiment que le Marocain lit, ou la Marocaine d'ailleurs, lit davantage, plus? Bah, écoutez, s'il ne lisait pas plus, moi j'aurais fermé boîte il y a longtemps. Ça, c'est le premier point. C'est vrai. Mais c'est un combat Pragmatique. permanent. Et pourquoi je voulais vous donner quelques chiffres? Parce qu'il Dites donc. y a tout le monde qui nous écoute, et j'espère que les responsables également nous écoutent pour cette émission, parce qu'on leur a dit qu'on allait passer. Il est important de savoir que dans un pays qui est vraiment leader dans le domaine de la lecture, dans l'édition, on fait un pas en avant très fort. On est en avance. Nous n'avons pas dans notre programme scolaire, je n'ai cessé de le dire, dès le plus jeune âge, il faut qu'on rentre dans les écoles publiques marocaines des auteurs marocains, dans les différentes langues. Ça coûterait 0 dirham au ministère de l'Éducation nationale. Premier point. Deuxième point, nous n'avons pas de bibliothèque dans les villes. Et je vous donne un exemple. Moi, je peux vous dire ma ville, pour laquelle je me bats pour que le salon reste à Casablanca. Casablanca, oui. Il y a très peu de bibliothèques. Oui. Vous savez que dans les écoles publiques marocaines, il y a 70% des écoles publiques qui n'ont pas... je brosse ce tableau devant mes amis africains, mais c'est la réalité. Et dans des villes comme Casablanca, Rabat, il y a très peu de bibliothèques. Et les meilleures librairies, les vraies librairies que nous avons dans un pays de 35 millions, 770 000 km², il n'y a pas plus de 50 librairies. La politique du nouveau ministre, qui est performante et qui va l'être, Inch'Allah, c'est de créer des nouvelles librairies dans les différentes villes où il n'y a pas de librairie. Et il y a un programme qui va lancer bientôt sur création des librairies dans certaines villes comme Stade, comme Larache, comme Nador, comme le Hoceima. Et là encore, les collectivités territoriales ont leur rôle à jouer. Hein. Il n'y a pas que les ministères. De toutes les façons, il faut qu'ils se bougent, sinon on va faire des sittings devant leurs responsabilités parce qu'il faut qu'ils bougent et qu'ils lâchent pour la culture. Merci à Khadrat Mani. On ne peut pas avancer dans un pays si la culture n'y est pas. Certainement. Et je souhaite que nos hommes politiques viennent d'abord visiter le salon du livre. Oui. Il est important qu'ils viennent, qu'ils achètent un livre, qu'ils se prennent en photo avec un livre, un roman marocain ou là africain. Ça nous fera du bien de dire, ben voilà, ils se mettent déjà à lire, c'est une bonne chose. Merci à vous. Abdelkader Atnani et votre franc-parler légendaire. Merci beaucoup. Un dernier mot. Un dernier mot, parce que je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il disait tout à l'heure, lorsque le roi, ou en tout cas les autorités, le président ne peut que donner des directives. Mais il faut que le président ne peut pas être derrière chaque citoyen, derrière chaque directeur, chaque ministre, dire faites ceci, appliquez ceci. Si on donne des directives pour la lecture, pour encourager la lecture, pour encourager l'édition, il faudrait que la chaîne suive. Nous, par exemple, au niveau des élèves, des écoles, avec Traversée Montagne, nous organisons des ateliers de culture, nous organisons des visites dans les écoles. Et ça, toutes les autorités doivent l'encourager. Les bibliothèques, il faut qu'il y en ait. J'ai été directeur du livre à Mauritanie, je suis au ministère de la Culture, mais il faut que les autorités suivent pour que les enfants soient amenés à lire, à être Merci intéressés. beaucoup, merci Bios Diallo, merci Abdelkader Atnani, malheureusement le temps de l'émission est... Juste un petit mot, parce que tous nos auteurs, nos éditeurs africains qui sont au salon vont faire un petit mot pour dire nous voulons que le Maroc devienne la capitale, pas pour 2022, mais pour tout le temps, pour qu'on puisse tirer tous nos frères avec nous. Nous serons heureux de le faire. Ça fait sourire. Merci beaucoup, merci Bios Diallo, Khalil Diallo, merci Sylvine Samé et bien sûr Abdelkader Atnani. Merci à tous, à toutes d'avoir enrichi cette discussion aujourd'hui. J'aurais bien tenu encore une heure de plus. Merci à vous pour votre fidélité. Très bonne soirée à tous.